Elles sont craintives tes oies. Je croyais que les oies d'habitude ce sont des animaux qui défendent leur territoire et qui les empêchent de venir quand on est quelque part. Celles-ci, j'arrive, elles s'enfuient, elles ont peur de moi. Mais on les a habitués, comme il y a les enfants qui viennent, j'emmène les enfants, j'emmène du public. Ouais. Voilà, on est plutôt en mode... je voulais que les enfants puissent approcher, etc. Donc on les a un peu habitués à ce qu'elles ne soient pas au contraire défensives. Alors on a le côté signal sonore, on n'a pas le côté défense. Ah, c'est ce que j'observe. S'il y a un intrus, vous entendez qu'il y a un intrus, et c'est pas les oies qui vont empêcher d'entrer. Ah non. Et souvent elles font du bruit avant le chien. Souvent c'est elles qui commencent et après le chien il vient voir ce qui se passe. Ouais. Et vous en récupérez les œufs en fait Ouais, on récupère les œufs. Après là on essaye aussi on n'a pas encore réussi à faire de la reproduction donc on aimerait bien. Ouais. Donc là en ce moment on les laisse plutôt à couver. Ouais, là, il y en a une qui est en train là en ce moment. Là il y en a une qui est sur son... Ah ouais, elle m'a bien râlé dessus pour me dire viens pas me déranger quoi. Ok. Et après sinon c'est les tondeuses de cet espace-là. J'utilise aussi l'eau de leur bassin. On a un bassin où la contrainte c'est qu'on n'a pas réussi à l'oxygéner suffisamment, du coup il verdit assez vite. Ouais. Mais du coup je récupère l'eau, j'ai une cuve qui est dédiée qu'à ça et je m'en sers, c'est de l'azote en fait, et du coup je m'en sers en mélangeant avec de l'eau classique pour arroser les serres. Pour avoir de l'eau azotée. Voilà, de l'eau azotée, tout à fait. Donc les petites grises sont aussi des oies. Et alors on l'a découvert un peu après, nous on les a pris parce qu'on les trouvait jolies et puis c'était pas loin. Mais sinon c'est aussi les oiseaux qui ont le record de vol en altitude. C'est les oies qui passent au-dessus de l'Himalaya, qui volent à plus de 9000 mètres. Voilà. Ah ouais, c'est des super oies en fait. Hein. Ouais. Ouais, les poules, ça fait un moment qu'on gère nous-mêmes toutes les naissances. Ouais. C'est quelque chose qu'on fait assez facilement et simplement. On n'a pas de couveuse, on n'a pas de lampe UV. Et ça marche très bien. Donc on a choisi des poules qui avaient des caractéristiques assez différentes et du coup on arrive à sélectionner. Donc il n'y a qu'un coq qui est un noir de Janzé et du coup leurs œufs sont petits et blancs. Après on a de la cream leg bar qui fait des œufs verts, de la marran qui fait des œufs marrons. Et du coup, on peut réussir à mettre à couver que ce qu'on veut, puisqu'on les reconnaît. Visuellement, juste à la couleur, vous voyez bien sûr. C'est pas des carrés potagers, c'est des rectangles potagers. Vous en avez pas beaucoup. Il n'y a pas énormément de trucs en potager ici, parce qu'on est plutôt dans un verger. C'est ça. Et d'ailleurs, juste pour noter que les gens voient, juste en dessous des petits carrés potagers, il y a déjà l'un des premiers cerisiers. Il y a plusieurs grands cerisiers énormes là-bas. Et tout à l'heure, on va aller de l'autre côté, là, à côté du chapiteau. Et alors là, il y a un très joli verger. Et c'est pour ça que le lieu s'appelle les vergers de la Cailleuse. Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est les vergers aussi qui nous ont charmés quand on est arrivé. C'était des arbres anciens, c'était des arbres qui produisaient déjà. Et voilà, on a été sensible à ça. Ici, on est parti sur des carrés, mais enfin des rectangles en l'occurrence. Des rectangles potagers. Avec du bois. Dans l'histoire du lieu, ici, à un moment donné, ça a été une scierie. Et du coup, c'est que du bois qu'on a récupéré sur place. Ouais. C'est ça qui a déterminé un peu sa forme. Et ici, on voulait partir sur des choses que des vivaces, des légumes perpétuels, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a des fraises, il y a ce genre de choses. Il y a des artichauts par là-bas. Là, c'est du poireau perpétuel. On a de la ciboule de Chine, de la ciboulette, de la ciboule... Enfin, il y a différents aromates comme ça qui durent un peu plus longtemps. Il y a des artichauts, le romarin. Et puis après, il y a aussi eu des bacs légumes racines, mais on a eu pas mal de mulots. Donc là, il y a eu le bac topinambour, il y a un bac avec des crônes aussi. Et des petits trucs un peu... Là, c'est de la petite pimprenelle, par exemple, dont les feuilles ont un petit goût de concombre. Enfin, voilà, quelques petits essais autour des légumes vivaces. Ouais. Et là, c'est le framboisier qui a pris toute la place, quoi. C'était un petit pied au départ et il se sent tellement bien qu'on l'a laissé pousser. Il a dit c'est chez moi, je vais rester là et je vais prendre du volume. Et il s'est installé même dans le point d'à côté. Ah oui, il a colonisé le carré potager voisin. Ouais. Donc là, on va se régaler parce que c'est en train de démarrer. Ouais. Ça, c'est les petits crônes dont je parlais qui ont survécu aux rongeurs. Mais par contre, les topinambours, apparemment, non. Non, ouais, alors on en a récolté, ouais, j'en ai laissé en terre en me disant, bah voilà, ça peut attendre et ça se repartira.
Mais les rongeurs ou les quatre dents, comme on dit ici, ils ont été plus rapides que nous. Quand on a voulu les construire, on a vraiment réfléchi au fait de les monter en lasagne. Voilà. Ouais. Donc on a suivi le principe. Donc ça a vraiment, il y a eu, je sais pas, 4 ou 5 couches différentes. Hein. On a évidemment nettoyé le bas de terre et puis ensuite ça a été du compost animal. On a remis du paillage vert, on a remis de la terre, puis du copeau de bois. Voilà. Et donc puis chaque année évidemment on désherbe et on repaille là comme tu peux voir sur le dernier où là on a utilisé le miscanthus cette année. Autant l'année dernière on avait fait du broyat, hein, du BRF. Et puis là, on a utilisé l'herbe de tonte, quoi. Donc l'idée, c'est de pouvoir... Il y en a 3 différents, il y a 3 paillages différents. Voilà, c'est ça, ouais. Donc il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Hein. Le principe, c'est vraiment toujours la même chose. Qu'il n'y ait pas de lumière, que ce soit bien couvert. Et puis être attentif à le faire régulièrement, parce qu'après, on se fait vite déborder par les orties, particulièrement. Alors bah là, une grande ligne droite avec les différentes étapes autour du jardinage. Ça commence ici avec cette table-là qui peut paraître anodine, mais moi elle m'a un peu changé mes méthodes quand on l'a eue. On l'a fabriquée, c'est mon oncle qui me l'a fabriquée, et voilà, elle est assez grande, à la bonne hauteur. On peut renverser un sac de terreau, etc. Donc voilà, là c'est l'atelier de rempotage qui est après dans le prolongement face à la serre à semis. Hop, la pépinière, première étape des plantes après être passées sur la table de rempotage. Voilà, c'est pareil, cette serre-là elle est adossée à un mur, on a une bonne inertie thermique. On n'est jamais descendu beaucoup en dessous de zéro ici malgré les températures extérieures. Et voilà, ça marche plutôt bien pour ça. C'est quelque chose qu'on a pu en plus faire sur mesure avec mon père qui travaille le métal. Oui, ce que tu m'as dit, c'est que c'est du fait maison, ça. C'est ça. Toute cette Voilà, structure métallique, c'est du fait maison, ça. Tout à fait. On a fait un essai-erreur bien avant avec une petite serre qu'on avait achetée. Et en fait, le gros défaut, souvent, c'est que les panneaux s'envolent. Et là, on a trouvé un système qui permet ici, on n'a jamais eu ce problème-là. Et donc voilà, c'est bien efficace. Les fenêtres, bon, qui là sont fermées, mais pareil, on les a mis sur... là, il y a un liquide qui gonfle ou qui se contracte selon les températures. Ouais. Et donc les fenêtres s'ouvrent toutes seules en fonction de la température. C'est une serre qui est assez autonome sur ça. On a mis les plants dans des bacs, ce qui permet de ne pas arroser toujours en direct et de pouvoir arroser le bac en lui-même. Oui, vous arrosez le bac en fait, vous n'avez pas besoin d'arroser pot par pot individuellement, vous casser la tête. Quoi. C'est ça. Ça paraît des petits trucs comme ça, mais mis bout à bout, tout ça, c'est des gains de temps. C'est la somme des petites choses qui vous permet d'optimiser votre temps en fait. Et après, on arrive à la version un peu plus grande, la serre tunnel, qui est un petit peu atypique aussi, parce que je ne sais pas si ça se verra en vidéo, mais là on est sur une grande cour pavée, qui est les vestiges d'une ancienne zone. Ici, il y avait une grande usine de fonderie agricole, et donc on n'avait pas de terre, et on avait l'envie de quand même utiliser cette cour. Et donc on est parti sur des bacs qu'on a recréés en parpaing. Pas forcément le meilleur des matériaux, mais comme la surface était grande, c'est le choix qu'on a fait pour la balance économie et voilà. Elle fait quelle surface la serre là? On est sur 20 mètres de long et 4 mètres de large. Donc 80 mètres carrés? 80 mètres carrés avec des bacs, donc on a monté sur 2 litres par pain, donc on est sur une profondeur de à peu près 40 cm partout. Et voilà, c'est un peu le mix qu'on a trouvé qui était une solution pour que ce soit pas non plus... ça fait des bacs un peu surélevés aussi, ça c'est un peu intéressant par rapport au dos. Et puis voilà, la serre tunnel, c'est vraiment tout ce qui va être les légumes du soleil, donc les tomates, les... Ah oui, parce que je sais pas si on voit à l'image, mais la tomate, il y en a genre tout le long là. Voilà. Des tomates, des aubergines, des poivrons, des piments. Et puis alors on a la chance aussi... Au tout début, moi j'étais arrivé avec des variétés un peu différentes et puis bon, ça intéressait pas trop les gens. Et depuis, j'ai trouvé un collectionneur. Donc là, on peut s'arrêter 2 secondes sur certaines. Donc Amazing Grace. Là ici, on a de la cœur de bœuf bleu. Là, on a de la blanche de Picardie. On essaye de retrouver des variétés locales aussi. Xanadu Green Goodness. De la russe citron, de la moya noire, etc., etc. Enfin, de la Wolverine, plein de variétés un peu originales.
Et donc voilà, c'est un passionné, c'est un collectionneur. Du coup, nous, on fait aussi les graines, on lui en échange, on lui en donne. Et on essaie de participer un peu comme ça Ouais. à la conservation de semences originales. Alors ici c'est l'espace de stockage, de conservation. Voilà, tous les produits qu'on fait pousser dans le jardin, on essaye du mieux possible de les transformer, de les conserver, donc par de la stérilisation. Donc là c'est les ratatouilles, les blettes, les compotes de pommes, les potirons, les courgettes, les tomates. Ici on a du concombre, là c'est de la tomate séchée. Voilà, et donc on essaye d'engranger pendant l'été le maximum de légumes pour pouvoir tenir l'année. L'année dernière, on a réussi à faire nos 52 pots de ratatouille, donc on a pu au moins en manger une par semaine. Ouais. Voilà, donc ça c'est un système, voilà, on a chiné, on a trouvé tous nos pots en brocante. Oui, c'est la question que j'allais te poser, parce que 52 pots de ratatouille, ça veut dire 52 bocaux comme ça, et c'est pas donné. Hein, Ouais, c'est pour ça, à chaque fois nous les retrouve à 1 euro dans les brocantes. On a fait que comme ça. Emmaüs, Bon Coin, brocante, voilà. Enfin, on a jamais acheté de neuf. Ce qu'on achète neuf, évidemment, c'est les caoutchoucs. c'est les caoutchoucs, quoi. Mais voilà. Après, on s'est aussi lancé dans les confitures. On a essayé avec le marron. Voilà. Là, c'est du potiron juste en morceaux. Enfin, voilà. Et donc, tu vois, on a encore cette collection-là de bocaux qui attendent. On a un peu toutes les tailles. Voilà. Et après, sur l'autre système, on utilise le congélateur. Hein. On a pris un énorme volume parce que comme ça permet... Très gros congélateur. Voilà, ouais. Mais je voulais parce que les haricots verts, j'ai des tas d'aliments que je peux juste découper, mettre en sac, congeler et qui fonctionnent aussi bien. C'est plus rapide, ça va très vite. Voilà, c'est ça. Et ils sont pas nécessairement cuits, alors que quand moi je les conserve, je cuis tous mes aliments avant. Alors d'autres font différemment, mais moi je cuis d'abord, puis je stérilise. Là, ça me permet de garder de l'aliment frais d'origine et ensuite de les cuire. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir sa quantité en avance, quoi. On peut pas le rater, lui, quand on arrive. Non, mais on le voit de loin, quoi. C'est ça, c'est le repère. Même la serre le cache pas, on le voit de la route. Le chapiteau, le fameux symbole un peu emblématique, celui qui fait venir les curieux passer leur tête pour voir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que c'est que ce truc. Un outil pédagogique encore une fois, mais c'est un lieu symbolique, c'est voilà, le chapiteau, un peu atypique avec sa forme aussi. On n'est pas sur des bords droits, on est sur des absides qui vont jusqu'au sol. Une forme un peu de fusée pour le chapeau, c'est comme ça que les enfants du village l'appellent quand ils le voient de la rue. Et voilà, le chapiteau, un petit 20 mètres rond avec 2 mâts, mais qui suffit amplement pour ce qu'on fait ici. Hop. Eh bien, bienvenue au chapiteau. Ah, par contre, là, il va faire sombre, je vais aller allumer. Hop. Tac. Le lieu quand même un peu le plus Emblématique. atypique, Ouais. atypique, celui qui fait que les gens sont curieux de passer la tête et de voir qu'est-ce qui se passe par ici. Ouais. Et puis un lieu aussi qui a son charme. Nous, le chapiteau, on l'avait avant sur un autre site, où on était sur une dalle béton, raccordée à l'électrique. Voilà, ici on a décidé Ce que tu m'as raconté, c'est que là, le plancher, en l'occurrence, là, c'est vous qui l'avez fait. C'est ça. On l'a fait, c'était notre tout premier. On a fait ça j'ai fait ça avec mon père. On avait balisé 3 semaines pour le mettre en place. On l'a fait en 3 mois. Ouais. Mais voilà, on est sur un sol qui est assez accidenté. Le site a un passif de site industriel. Et du coup, voilà, là, on peut plus se rendre compte, mais il y a des endroits où les cales, c'est des poutres. On a des cales de 40 cm par endroit. Enfin voilà, ça a été un boulot assez important. Et puis on voulait, les planches, c'est des planches de la scierie du coin. On voulait pas de grands panneaux OSB pour que justement on garde ce charme un peu du bois et de l'ancien. Et donc on est content du résultat, mais ça a été du boulot. Il y a un truc, quand on vient ici, c'est que c'est pas seulement un lieu d'autosuffisance, c'est aussi un lieu artistique en fait. C'est un projet artistique. Ouais. Nous, à titre personnel, on a commencé par là. Ça fait plusieurs années qu'on évolue dans le milieu du nouveau cirque, du cirque sous toutes ses formes. Le projet précédent était ce qu'on pourrait appeler une école de cirque social. Ouais. Et donc, comment on peut utiliser les arts du cirque au service d'un public
Ça va apporter énormément de choses, que ce soit sur la confiance en soi, avec des publics, par exemple on travaille beaucoup avec le public en psychiatrie, on travaille avec les enfants liés à la réussite éducative, sur la gestion de l'échec, la gestion de l'effort, le rapport à la persévérance, on va travailler avec des IME sur tout ce qui est psychomotricité fine, enfin voilà, le cirque c'est quand même encore un super outil, très diversifié. Et c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé aussi à la partie plutôt environnementale, écologie. C'est que dès le départ, nous on a utilisé le cirque au service de quelque chose et ça nous a semblé de plus en plus urgent, important d'intégrer les aspects environnementaux à notre pratique. C'est comme ça qu'on a commencé d'abord à réfléchir à avoir une moins grosse empreinte dans l'utilisation du chapiteau et que petit à petit on a pensé aussi les à côté. La partie environnementale peut parfois tendre vers l'éco-anxiété, etc. Et donc ici, avec la partie artistique, on a une approche plus ludique, plus créative et au plus loin de cette éco-anxiété. Et ça permet de penser ces thèmes-là qui sont parfois lourds, mais avec une légèreté et ça va être propice à faire émerger d'autres idées. Voilà, c'est aussi parce que intéressant. le cirque, ça reste quand même un espace léger avec de la bonne humeur, quoi. Oui. Ouais, On peut parler de sujets graves parfois, mais avec le sourire. C'est ça, exactement. Le verger, l'espace qui nous a le plus séduit en arrivant ici et qui a fait qu'on a donné son nom à l'espace. Avec donc là un beau mirabellier qui donne bien. On a principalement des pommiers qui sont... on a un petit poussin qui vient d'arriver, on a une petite naissance. Il y a quelques vignes là-bas, mais qui étaient très anciennes et du coup qui n'ont pas été taillées depuis longtemps. Donc là, on s'amuse à essayer de les laisser partir dans le mirabellier. Donc ça est en route, mais on a eu quelques fois une dizaine de kilos. Voilà, c'est à la marge, mais ça produit un peu de diversité. Et puis après, là, on voit les arbres les plus jeunes qu'on a réimplantés très récemment. On essaye qu'il y ait un roulement. Il n'y a pas beaucoup de profondeur de sol, du coup par endroits les arbres sont un peu penchés. Et du coup on anticipe, on essaye de les retenir le plus possible et quand c'est plus possible, on renouvelle au fur et à mesure. Et là sur les poules, nous on aime bien cet espace-là aussi parce qu'on a mélangé donc verger, poules et les ruches qui sont tout au fond du verger. Et là l'idée c'est que ça sert un peu de vitrine sur comment on peut recréer une petite synergie entre ces trois éléments. Avec les poules, là, les dernières arrivées, le coq est un coq de Janzé. C'est une race qui a gardé un instinct de prédation au niveau des insectes et qui va du coup être privilégiée dans les vergers parce qu'elle va nettoyer un peu plus tous les insectes de manière générale et les frelons en particulier et les tentatives autour de ça. Et puis après... on est content qu'elles apportent l'amendement. Le paillage, on utilise la paille qui a été utilisée dans le poulailler après. Elles fournissent bien sûr les œufs. Et avec les abeilles, c'est pareil, la synergie est assez évidente. Mais voilà, du coup, on a d'un côté les abeilles qui peuvent se nourrir et qui nous permettent d'avoir plus de fruits. Elles qui peuvent un peu protéger les abeilles et qui nourrissent un peu les arbres. Et qui elles-mêmes aussi m'aident parce qu'on a pas mal de... Les fruits arrivent beaucoup en même temps, arrivent à un moment donné où on a pas mal d'activités et du coup voilà, il y a pas mal aussi de fruits qui finissent au sol et là les poules aussi nous aident en les mangeant assez rapidement, en nettoyant tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a autour là Alors lui, j'ai oublié son nom, c'est le fameux pomme-poire, donc le nashi. Le nashi, le truc japonais là. Voilà, donc là il y a un nashi, je pense que la personne avant elle avait aussi quelques... Enfin, il y a les pommiers très classiques, on a réussi à retrouver un peu les variétés, on est vraiment sur des pommes locales. Ouais. Ici il y a pas mal de pommes liées au cidre et au jus de pomme, c'est une activité qui se fait beaucoup par ici. Pratiquement toutes les maisons avaient un pressoir, etc. Donc voilà, on a des pommes vraiment très locales. D'ailleurs, on les verra, mais il y en a des pressoirs ici aussi. Tout à fait. Il y en avait un quand on est arrivé, mais qui était plus en fonction, qui était dur à réparer. Ouais. Et on a racheté un autre pressoir chez un voisin. Oui, alors les pommes, pareil, après les céréales, les pommes c'est quand même quelque chose ici qui est assez courant et c'est aussi un gros volume qui arrive d'un seul coup. Du coup on a cherché des différentes solutions. Les premières années on a un peu tâtonné pour trouver et le jus de pomme c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Il y a plusieurs étapes qui sont assez simples, ça permet de faire ça en collectif, c'est plutôt agréable. Donc on cueille en groupe dans les vergers qui sont assez bas, donc c'est assez pratique. Après la première étape, ça va être dans une bassine, on nettoie grossièrement les pommes.
Puis on va passer sur le broyeur. Donc là, on a un broyeur manuel qu'on peut aussi mettre avec une courroie sur un moteur. Mais pour des petits volumes, ça marche très bien en manuel. Et puis le résultat, on va le passer dans le pressoir. Donc on en avait déjà un vieux, mais le pas de vis, il est assez... il y a plein de pas de vis différents, donc c'est assez compliqué de retrouver cette pièce-là quand on l'a pas. Ouais. Donc on est reparti sur, j'allais dire un nouveau modèle, mais un nouveau modèle qui avait déjà vécu. Hein. Ouais. Et donc voilà, on forme ce qu'on appelle le gâteau à force de presser. Et puis on a le jus, alors la sortie elle est plutôt de l'autre côté. Ouais. Voilà. Et après, en termes de conservation, nous, on a plusieurs techniques. Là, la dernière qu'on a employée, c'est qu'on a un grand tonneau où on fait tout un étage de bouteilles, une petite plaque pour refaire un deuxième étage, un troisième. On le calfeutre pour qu'il soit bien isolé et on le monte à température pour que ce soit pasteurisé. Et ça marche très bien. On a la toute première fois qu'on l'a fait, ça remonte maintenant à 3 ans. Et il reste des bouteilles que quand on ouvre, elles sont encore nickel. Voilà, une fois que c'est bien fait, ça dure dans le temps. Et puis c'est le plaisir de goûter ses propres pommes quand même, ça c'est chouette. Et donc voilà, il y a surtout des pommes qui servent à faire du jus, mais il y a aussi quelques variétés un peu originales comme le nashi, les mirabelles, les prunes. Là on a, lui c'est le poirier, un deuxième juste à côté. Et les pommiers sont plutôt par ici. Nous on a rajouté aussi des abricotiers polonais en se disant que on devrait être pas mal au niveau des conditions pédoclimatiques pour qu'ils s'adaptent ici. Ouais. Et après, on a remis d'autres variétés. On a trouvé des variétés anciennes qui nous intéressaient pour leur calibre, pour la différence aussi. Là, il y a beaucoup de pommes qui arrivent en même temps. Du coup, on a essayé de chercher des variétés qui allaient être plus précoces ou plus tardives pour essayer que ce soit plus simple à gérer l'arrivée de toutes les productions, de toutes les récoltes et de toutes les transformations. Et vous produisez à peu près quel volume sur le verger? Tu m'avais parlé hier de... Alors c'est assez variable, Oui, bien sûr, mais la belle année depuis qu'on est arrivé, ça a été 700 kilos pour juste les pommes et les poires, parce qu'on avait pesé, on avait pour le pressoir, etc. Et c'est la même année où les mirabelles, on en a fait des caisses et des caisses. Voilà, l'année suivante, ça a été un peu plus calme. Et là, par contre, je pense que ce sera plutôt une belle année. On n'a pas eu nos gelées, on a une belle floraison, donc... Cette année, je pense que ça va être une année plus proche des 700 kilos que de l'année où là, ça a été plus timide et on a avoisiné les 100 kilos, mais pas plus, quoi, parce que vraiment, il y avait eu les gelées pile au mauvais moment. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est assez fatal, on peut pas faire grand-chose. Là, c'est pas des arbres qu'on peut recouvrir, on va pas se lancer dans des petits bras zéro pour réchauffer. Enfin, voilà, c'est pas vraiment la philosophie. Tant pis, on accepte aussi que ce soit aléatoire et variable. Moi, je m'y connais rien en cirque, mais c'est quoi ce truc? C'est pour marcher sur le fil? C'est ça, un fil de fer, un fil autonome, en opposition à ceux qu'on doit accrocher à quelque chose. Et donc, voilà, là, c'est celui pour apprendre à 40 cm. On en a un autre à 1 mètre. Et donc, oui, le funambule, le fil de fer, avec un autre éducatif à côté, la poutre. Ouais. Là, on est dans la grande famille des objets d'équilibre, avec derrière, on a les boules. Pareil, les boules d'équilibre, où on va pouvoir monter et marcher dessus. Un peu plus loin, là-bas, on a les échasses, les monocycles. Alors, c'est marrant, pour en revenir à ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est les fils de funambule qu'on voit dans les cirques, mais sauf que celui-ci, il est près du sol pour apprendre... parce que c'est moins grave si on se pète la figure de là plutôt que si on se pète la figure de là-haut, en fait, quoi. C'est ça, tout à fait. Et puis même pour le professeur, donc on va faire ce qu'on appelle la parade pour aider l'enfant à apprendre, ou l'adulte, il n'y a aucun souci. Hein. Et voilà, là on reste à une échelle, à une taille humaine où on peut aider, rattraper, accompagner dans la chute. Ouais. Sur celui de 1 mètre, la personne fait elle-même 1,50 m, enfin voilà, on se retrouve à bout de bras. Là c'est vraiment celui où on peut aider. Ouais. Nous on est arrivé en 2020, fin 2020, et le chapiteau est arrivé un peu plus d'1 an plus tard, après nous. Parce que voilà, notre première essai-erreur, ça n'allait pas. Et avec le chapiteau, là, on a pu penser à cette autonomie financière qui était la première qu'on voulait acquérir. Et bien là, elle était accessible. Là, on était sur un terrain beaucoup plus qu'on maîtrisait plus. Et du coup, on a pu ici plus facilement se projeter sur des actions qui permettaient après
de mettre un peu de sous de côté, de nourrir la famille, et puis du coup aussi d'aller chercher après d'autres choses, revenir un peu plus sur le maraîchage dans un deuxième temps. Et puis donner de la souplesse pour développer l'autosuffisance, mais seulement après avoir consolidé l'autonomie financière. C'est ça. Parce qu'il faut que je raconte un peu historiquement, on a échangé par téléphone à plusieurs reprises avant de se rencontrer, et c'est vraiment un des points qui m'a semblé très intéressant dans les échanges qu'on a eus. On peut parler d'apprentissage par l'erreur, où tu es amené à arriver à comprendre qu'il fallait commencer par l'autonomie financière, en fait, et puis une fois qu'on a l'autonomie financière, on bâtit le projet d'autosuffisance. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les deux s'articulent là où je suis. C'est-à-dire que, alors vous vous en rendez pas compte, mais là, juste derrière mon doigt, il y a la forêt. Là, sur le côté, par ici, il y a le verger. Là, dans ce sens-là, il va y avoir les oies, les petits carrés potagers. Le projet d'autosuffisance est bâti même physiquement autour du cirque. Oui, et puis physiquement autour du cirque, dans ce qu'on propose également, c'est un lieu Dans le contenu aussi. Dans le contenu, en fait, ça s'articule autour. C'est un espace qui est convivial, et du coup, même pour n'importe quelle action, c'est souvent le point de départ parce que c'est agréable de se regrouper ici. C'est un lieu fédérateur et c'est un lieu point de départ pour nous dans nos projets. Ouais, un petit échauffement. — 5 mètres. 5 mètres. Ouais. La preuve est ici. Ouais. Elle n'était pas filmée. Hop, l'entrée de la forêt. Une ancienne peuplerée de 2 hectares qui a été rasée à blanc il y a déjà... c'était après une grande tempête, donc il me semble que c'était 98, quelque chose comme ça. Et depuis, qui a été laissée à l'état sauvage et qui a repoussé naturellement. Donc on a quand même encore pas mal de peupliers. Mais on a aussi plein de charmes, de noisetiers. On a un beau noyer bien productif juste là, un deuxième plus petit à côté. On a des sureaux, on a pas mal de choses. C'est ce dont on parlait hier. Vous avez une belle quantité de plantes sauvages nourricières en fait par ici. Sur les volumes dans cette forêt, et en plus la récolte est facile parce qu'elles sont vraiment toutes localisées au même endroit à chaque fois. C'est vrai. Il y a beaucoup de plantes ici qu'on aime utiliser, donc bien sûr l'ortie. On a des zones où c'est rempli de tanésie, qui est une autre plante que j'aime bien utiliser, notamment au rucher. On l'a fait sécher et c'est une plante qui ne va pas donner d'odeur au miel qu'on va pouvoir utiliser dans l'enfumoir. Ouais. Et qui marche très bien, qui a une odeur agréable. Il y a plein de consoudes. Là, on parlait du gaillet. C'est cette zone-là où ça en est rempli, la gaillarde. Ouais, le gaillarde, il y en a. Un peu plus loin, je sais pas si vous voyez à l'image, mais il y en a des tonnes en fait, de partout. Il y a des stations de gaillet croisettes aussi un peu plus loin. Ouais. Qu'est-ce qu'on va... Et donc le petit champ de consoude est juste là derrière en fait. C'est ça. Mais là, on est sur une zone un peu en cuvette et on a identifié que c'était une zone où c'était beaucoup plus souvent humide que le reste. Donc on a vraiment des zones comme ça assez marquées. Ouais. Et moi, alors on n'est pas autonome sur beaucoup de choses pour le moment, mais ça c'est un des trucs qui nous fait plaisir, c'est que en ce qui concerne les purins, les engrais, les amendements... Oui, alors, si vous avez besoin de faire du purin de consoude, là je crois qu'il y en a... Ouais, c'est un petit champ de consoude quoi. Il y en a à perte de vue. Et puis elle est très facile à multiplier, du coup c'est pour ça, quand on se balade sur le site, vous en voyez sûrement par-ci par-là, c'est parce que voilà, je viens ici chercher des racines, je coupe la racine en 4 morceaux, à chaque fois que je plante quelque chose, je mets un bout de racine à son pied, et puis ça me permet de ne pas aller chercher le paillage beaucoup plus loin, je la fauche 3-4 fois par an. C'est une plante qui donne beaucoup de biomasse, et elle est vraiment hyper intéressante. La pompe à potasse aussi, enfin voilà, c'est... Et du coup, voilà, ici, on n'a pas de problème au niveau de tout ce qui est fertilité, parce qu'entre l'ortie et la consoude, on a identifié une petite zone où il y a pas mal
de prêle. Donc là maintenant plutôt sur le côté phytosanitaire. Donc avec la prêle et la fougère, on fait aussi pas mal de choses pour gérer avec des produits naturels tout ce qui est maladies cryptogamiques, etc. Et donc voilà, moi c'est le verger et la forêt là, qui nous ont vraiment fort séduits ici. C'est hyper agréable, il y a les terreaux de feuilles, il y a la récolte de plantes sauvages, il y a la vannerie où ici je trouve plein d'essence, il y a du noisetier partout, donc tout ce qui va être petite structure au jardin je le fais en noisetier. Un peu plus loin, il y a toute une haie de châtaigniers, de noyers, donc voilà, là on a le sureau, bientôt on fait un atelier autour de comment on cuisine le sureau. Là pour du baba au sirop de sureau. Ouais, j'ai vu sur le truc, sur le petit panneau. C'est Baba ça. au sirop, ouais. Mais on a déjà fait aussi des ateliers autour du champagne des fées, où là on utilise plutôt les fleurs, etc. Enfin, ouais, c'est une zone qui est assez riche, parce qu'elle n'a pas été touchée pendant longtemps, et du coup, voilà, on a vraiment toutes les essences locales qui sont réapparues et qui sont bien implantées. Bah, c'est ce dont on parlait hier sur les forêts comestibles, où en définitive les plantes nourricières qui poussent le mieux dans les forêts comestibles, c'est celles qui sont natives de l'écosystème, qui ont été là depuis 50, 70 ans, 80 ans, et qui, sans intervention humaine, parce que tout ça, ça pousse sans aucune intervention humaine. Hein, là, on est Rien. d'accord, tu fais Rien du strictement rien ici, quoi. Non, non, et là le chemin, lui il est un peu moins marqué que les autres, parce que ici j'ai la consoute qui continue à ressortir de temps en temps. Ouais. Elle est tellement bien implantée que voilà, même dans les chemins, elle est toujours présente. De toute façon, on le voit, hein, j'ai fait une tranchée de l'autre côté. On a filmé ce côté-là, mais de l'autre côté, on a de nouveau de la consoude quand même en quantité. On retrouve notre ami le gaillet, on retrouve les orties, enfin. Et puis les fameux peupliers dont je parlais, là, en fait, ça a été tout coupé à blanc, mais du coup, le peuplier refait plein de rejets. Il y a 5-6 rejets sur une seule souche. Sur ces 5-6, il n'y en a pas beaucoup qui sont bien enracinés. Et donc voilà, c'est eux qui tombent et que je récolte en priorité pour le chauffage du chapiteau. Donc là, on est sur la toute dernière parcelle qu'on a mise en place. On a la forêt qui jouxte la petite pâture. Juste sur le côté, là, ouais. Et donc là, on a 2 moutons du Cameroun. Cette race qui perd sa laine toute seule, qui va être moins fugueur que des chèvres, etc., mais qui va avoir la même rusticité et qui va avoir à peu près la même alimentation. Nous, on aimerait pouvoir, par endroits dans la forêt, recréer des petites zones de clairière. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de les habituer petit à petit à ce qu'elles nous suivent, à ce qu'on ait une clôture mobile et qu'on puisse l'implanter par-ci par-là dans la forêt. Et voilà, retrouver des espaces un peu plus ouverts, soit pour accueillir du monde dans la forêt, soit pour aussi juste avoir une végétation différente aussi. Et donc voilà, là on voit la maman, elle est en train de finir de perdre son poil, il lui reste un petit peu de laine sur le cou, mais on a besoin de rien faire et ça c'est pratique. Et donc pareil, le petit ça a été une surprise, on les a achetées, elles avaient 5 mois et on pensait pas du tout qu'elles pouvaient déjà être prises et voilà, on s'est levé, non c'était en fin de journée, on est allé les voir et hop, elle avait tout fait toute seule, le petit était là, Ouais. ça s'est bien passé, elle s'en est occupée tout de suite. La sœur a jamais posé de problème, elles sont restées ensemble et c'est chouette. C'est quelque chose qui plaît bien aux enfants. Les naissances comme ça, c'est émouvant. Et alors c'est marrant, sur l'espace en lui-même, c'est vraiment je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une clairière en fait. C'est une clairière au milieu d'un coin de forêt, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, toute cette partie-là, c'est la forêt qu'on a visitée tout à l'heure. Un peu plus loin derrière, on est entouré de champs. Mais ouais, là, on est sur, j'oserais un peu les anciennes parcelles, les petites parcelles qu'il y avait avec... là, il y a une haie assez présente, il y avait des trognes un peu partout aux alentours, donc ils sont plus gérés, du coup là les trognes sont plus aussi visibles, mais si on s'approche, on verrait vraiment un peu les espaces un peu à l'ancienne, où on pouvait encore un peu tout faire à la houe, où un tracteur ne passait pas. Ouais, c'est ça, on est sur une petite surface, pour le coup, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à l'image, mais au niveau du volume, on est sur une surface sur laquelle on peut travailler à la main, ça, avec des outils manuels sans avoir besoin d'outils thermiques. On est vraiment sur une petite surface. Hein. On revient à des principes de permaculture, c'est quand même ici un super outil qui permet de faire une diversité de choses. Ouais. Donc, bien sûr, le spectacle, c'est la destination première qu'on pense avec le chapiteau. Il y a les gradins, il y a la régie, son, lumière, il y a tout ce qu'il faut pour. Ça fait une salle de proximité dans des lieux
La zone où on est, elle n'était pas énormément pourvue en salle. Il y en a une petite pas très loin, mais c'est la seule à des kilomètres. Et donc voilà, c'est un lieu où on peut amener la pratique artistique au plus proche des habitants, que ce soit pour du spectacle ou pour pratiquer réellement, pour découvrir ça. Donc des spectacles régulièrement, des ateliers de cirque, mais pas que. L'espace se prête à faire du théâtre, de la danse, etc. Et puis après, on accueille aussi les artistes, mais plutôt en résidence. Ça a été initié par un couple, mais ça n'avait pas de sens de le faire qu'entre nous. Déjà, ça n'aurait pas été possible dans le même laps de temps. Et en plus, notre objectif, c'est quand même d'impliquer, de travailler avec le territoire. Il y a des super ressources tout autour de nous. L'intérêt, c'est de travailler en mutualisant, que ce soit avec les agriculteurs, que ce soit avec d'autres associations, l'école de musique, que ce soit avec l'école tout court, que ce soit avec les maires. L'association de parents d'élèves, voilà. les écoles. Oui, donc vous faites pas les choses tout seul dans votre coin, quoi. Non. Il y a du monde tout autour. C'est ça. Et c'est important, pareil, dans la toute première démarche où on voulait arriver sur l'autonomie, on était quand même beaucoup plus centré sur nous, avec ce côté on veut y arriver par nous-mêmes, c'est important. Et puis comme le dit le dicton, on va peut-être plus vite mais moins loin. Là on s'est entouré et c'est quand même aussi très agréable de co-construire, de s'enrichir de toutes les richesses qu'il y a aussi, même dans les zones reculées du monde rural, il y a plein de richesses différentes et c'est quand même plus sympa de co-construire avec. Oui, vraiment cette solidarité qui se passe là dans nos campagnes, on la soupçonnait pas et on l'a découverte avec plaisir et voilà, c'est grâce à ça que le projet il a pu émerger aussi fort et aussi rapidement finalement, c'est clair. Un projet collectif. On est parti sur un format qu'on trouve assez souvent. Quand j'ai voulu faire évoluer ma partie professionnelle, j'ai fait un CFPPA de paysan maraîcher bio. Ouais. Je me suis formé sur les plantes sauvages, etc. Et l'idée, c'était de se faire accompagner par la Chambre d'agriculture pour faire quelque chose autour de la production. On voulait... T'as fait ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire de commencer par là et je peux le dire, je pense que tu t'es rendu compte que ça marchait pas. En tout cas, c'était très compliqué. Il y a déjà des choses qui existent. Ce qu'il n'y a pas, c'est pas pour rien. Il y a peu de demandes aussi sur ce que nous, on voulait produire ici. Ouais. Donc on s'est fait accompagner un temps. Et puis après, il y a aussi la difficulté physique. Il y a des choses qui sont quand même difficiles seules. Vraiment, on a coché toutes les cases. On voulait le faire sans pétrole, on voulait tout faire d'un coup, on voulait faire vite. Et puis on s'était dit que puisqu'on voulait aller vers l'autonomie, la plus importante c'est l'alimentaire. Du coup, je voulais apprendre à faire pousser moi-même, je voulais apprendre à... Et donc, on a rencontré la réalité. Ouais. Et puis, on a fait quelque chose qui, avec le recul, me semble plus intelligent dans le sens où, on s'est basé plus sur ce qu'on savait déjà faire. Et ça me semble, avec le recul, plus logique. On a un vrai savoir-faire dans un domaine, voilà, c'est le cirque, mais même ça qui peut sembler très éloigné, en fait, on a réussi à l'intégrer et on trouve des liens qui sont assez naturels au final. Il y a une cohérence dans tout ça, et donc on s'est recentré sur notre activité première. Le chapiteau est arrivé sur le site, on a pu y proposer des spectacles, des ateliers, d'abord de cirque, puis les diversifier. Tout à l'heure, on listait le champ des possibles dans cette salle. On la met à disposition aussi pour des réunions, pour des séminaires, pour des choses comme ça. Ça fait vraiment un lieu de proximité. On est sur un territoire, il y a des petits problèmes de mobilité. C'est plus simple parfois de faire venir les institutions, des professionnels, etc., dans une salle proche et que les habitants viennent ici après. Ouais. Donc, on a construit notre modèle économique et du coup, mon indépendance financière à travers toutes ces activités-là, plutôt une somme de petites activités diversifiées basées beaucoup sur ce que je savais déjà faire avant, plutôt que de créer de nulle part quelque chose qui me demandait de tout réapprendre et pour lequel il y avait un marché où il y avait soit pas de demande, soit qui était déjà saturé. Voilà, on s'est rendu compte assez vite. En fait, il y a eu 1 an d'essai-erreur sur ça. Ouais. Et dès la 2e année, à l'inverse, on a vu qu'il y avait des demandes, qu'il y avait des choses qui prenaient sur tous les aspects artistiques et culturels. Et du coup, c'était plus simple de s'appuyer sur ça. Et tu t'es dit, c'est plutôt sur ça qu'il faut aller. Ouais. Et d'où le chapiteau, d'où le cirque. Et du coup, d'où la fusion entre ton projet d'autosuffisance et ton projet professionnel, qui est en grande partie un projet artistique, du coup. Oui, tout à fait.
comme ça que tu gagnes ta vie. C'est ça. Je propose qu'on avance un On petit avance peu. un peu, ouais. Et donc c'est là que tu t'approvisionnes en bois de chauffage. Parce qu'on va, on va le voir tout à l'heure, ou après, je ne sais pas encore au montage ce que ça va donner, où je vais le mettre. Mais vous chauffez le chapiteau au bois en fait. Tout à fait. On a analysé qu'on était quand même ici sur un territoire où le bois était encore très présent. Il y a beaucoup de gens ici qui se chauffent au bois. Et dans les solutions qui s'offraient à nous pour le chapiteau, ça nous semblait être la plus responsable, en tout cas celle qui permettait d'avoir des matériaux à disposition facilement. Donc la première année, on avait tout un travail de nettoyage avec des arbres qui étaient un peu fragilisés, qu'on a privilégié en premier. Et puis maintenant, on essaye... alors le peuplier n'est pas celui qui a le meilleur rendement pour chauffer, mais ça fait un très bon bois d'allumage. On a aussi un four à bois pour la cuisson de pizza, de pain. Ça marche très bien aussi pour ça. Ça permet d'avoir un apport calorifique très rapide au début. Mais après, on est entouré de gens qui s'y connaissaient. Tout le monde a une tronçonneuse chez lui. Enfin voilà, c'est le bois. Ici, il y a encore une grande habitude de se chauffer au bois. Et donc, ça a été facile pour nous de trouver des gens qui nous ont aidés. Parce que mine de rien, c'est quand même aussi une activité un peu dangereuse. Ouais. Et du coup, on a pu s'entourer de gens pour nous aider à le faire en toute sécurité et de façon efficace. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de chauffer un endroit comme un chapiteau de cirque au bois, quoi. Ouais. On en parlait tout à l'heure, peut-être on en reparlera quand on repassera à côté devant, mais c'est très compliqué pour un artiste ou des artistes de cirque de se chauffer au bois à cause du volume du matériau. Et donc, en général, ils se chauffent au fioul. Hein. C'est comme ça, c'est les chapiteaux de cirque, quand on va dedans, c'est au fioul qui sont chauffés habituellement. Tout ce qui est chapiteau itinérant va être dans une très très grosse majorité au fioul. On a la chance, nous, d'avoir un chapiteau fixe qui nous permet ce genre d'installation. Mais même en fixe, le bois n'est pas non plus souvent privilégié. Il est quand même un peu contraignant. C'est pas aussi instantané quand on va lancer la chauffe. Ça va demander d'anticiper un petit peu quand il y a des gens qui viennent, quand il y a des ateliers ou des spectacles. Et puis on n'a pas non plus de thermostat. C'est quelque chose qui est assez sensible, assez fin, de savoir quand est-ce qu'on remet une bûche ou pas. Et donc il y a eu des essais-erreurs où les gens avaient trop chaud par exemple. Mais c'est quand même quelque chose qui s'apprend, qui se dompte entre guillemets. Et on en est très content nous. Ça reste une grosse chaudière. On a dû prendre un modèle quand même assez conséquent parce que ça fait un gros volume. Chauffer un chapiteau, ça peut paraître être une hérésie aussi parce que c'est une passoire. Une passoire thermique, ouais. Ouais, on peut pas faire beaucoup moins étanche que le chapiteau. Mais comme on a cette histoire de volume, on a des grosses gaines qui arrivent, on arrive quand même sur des temps courts à apporter de la chaleur. Qui quand même on accueille des petits, on accueille des enfants assez régulièrement et donc on peut pas non plus faire toute l'année sans chauffage, c'est pas possible. Donc là on est sous un petit appentis qu'on a fait pour pouvoir stocker le bois. On est sur des volumes de bois qui sont genre super importants. Mais c'est pas pour la maison, parce que je me disais, ouais, mais ça ferait une quantité de bois énorme pour chauffer une maison. Mais en fait, ce que vous chauffez, c'est pas la maison, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, on comprend la raison du volume, quoi. En fait, vous chauffez le chapiteau au bois. Voilà. Tout à l'heure, là, on voit les deux buses qui permettent de faire entrer l'air. Il y en a une ici et l'autre est de ce côté. Et donc, c'est un chapiteau de cirque, mais qui est chauffé au bois. Je sais pas, je veux pas sortir un chiffre du chapeau, mais c'est quoi? C'est probablement même pas 1 pour 1000 le chapiteau de cirque qui doit être chauffé au bois. Moi, pas être loin de la réalité. C'est extrêmement rare. Quoi. Ouais. Vraiment, quand on a fait des recherches sur ça, on a trouvé 3 personnes en France qui étaient très contentes d'en parler parce que ils ont dit tiens, s'il y a quelqu'un qui se met avec nous, on sera plus les seuls. C'est ça. Et puis ils m'ont demandé de leur faire des retours d'expérience parce qu'ils m'ont manque de données sur ça. De à quel point ça marche aussi bien ou pas, de la quantité de bois nécessaire. C'est des volumes qui sont pas faciles à quantifier en termes de chauffage. On a des déperditions de partout et du coup... Et ouais, et puis il n'y a pas une isolation thermique qui est énorme, il y a beaucoup de pertes. Ouais. On peut améliorer un petit peu avec, donc là, peut-être de ce côté-là on le verra mieux, ce qu'on appelle les pendrillons, qui permettent de couper un petit peu l'espace. Donc c'est pour ça que là l'espace est assez fermé, on a pendrillonné pratiquement la totalité. Ça fait une légère coupure, mais bon, l'impact est minime comparé à une réalisation. Ouais.
Et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça, c'est possible, ce type de chauffage, uniquement parce que c'est un chapiteau fixe. Oui. Si vous alliez de village en village et que vous deviez le démonter à chaque fois et trimballer la chaudière, ce serait juste impossible physiquement de transporter la quantité de bois qui est nécessaire pour chauffer un chapiteau comme ça. Oui, tout à fait. Même ce qu'on appelle les cirques traditionnels, parce que du coup là on est plutôt nous dans le nouveau cirque, mais même les cirques traditionnels qui sont des gros véhicules, enfin on serait sur un camion remorque que pour le chauffage. Et quoi, puis, ouais. une manutention, je veux dire, pendant la représentation, il faudrait qu'il y ait en permanence quelqu'un qui l'alimente, ce qui est pas gérable. Déjà dans le cirque, tout le monde, celle qui faisait l'ouvreuse, après elle est sur scène, etc. Si en plus il fallait gérer un feu à alimenter en permanence. Il faudrait qu'il y ait une personne en plus qui soit attitrée uniquement au chauffage du chapiteau. Quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc oui, c'est un volume assez conséquent, il y a de la hauteur, on est sur 250 mètres carrés à peu près au sol, et donc là on a calculé, on était aux environs de 15 terres pour le chauffer, mais bon, parce qu'il y a le froid et il y a aussi l'humidité, qui va être un ennemi de toutes nos installations électriques qui sont dedans. Ouais. On est entouré de forêts, c'est chouette, mais il y a aussi l'inconvénient de l'humidité qui est quand même assez présent. Et du coup, que ce soit les pendrillons, donc les tissus que vous utilisez pour les fonds de scène, tout ça, ou l'électronique des projecteurs, voilà, on a besoin que ce soit sain au niveau du chapiteau. Et donc, on a chauffé encore, il y a encore 2-3 semaines, ouais, voilà, ça a chauffé encore, des fois pour l'humidité, des fois pour le froid. Et donc, ça représente un certain volume. Donc, la première année, on a réussi à le faire qu'avec la forêt. Cette année, on va compléter avec du bois aussi un peu plus... qui va durer plus longtemps dans la chaudière. Parce que le deuxième petit inconvénient, c'est que voilà, moi j'ai par exemple un cours de 2 heures, il faut que je puisse ne pas ressortir toutes les demi-heures pour remettre une bûche parce que j'ai les personnes en responsabilité. Donc voilà, on a notre bois à nous qui permet de bien allumer rapidement, et puis là on va peut-être compléter par moment par des bois qui ont une durée de combustion plus longue et qui va permettre de moins sortir pour alimenter. Mais en tout cas, le résultat est intéressant, ça chauffe bien, ça se chauffe relativement vite. Il faut une petite heure pour que on sente la chaleur dans le chapiteau. On a 2 grosses gaines, donc c'est un air pulsé. Il y a un moteur qui va permettre d'envoyer vraiment de l'air bien chaud dans le chapiteau. On a une petite gestion là, on va lui dire à partir de quand tu envoies de l'air. Donc si jamais ça redescend, ça arrête d'envoyer de l'air. Et puis là, on commence, c'est le chapiteau, il y fait vite froid, il y fait aussi vite chaud. Donc là, avec l'été, enfin avec les premiers jours de beau temps, on l'a aussi un peu utilisé sans chauffer, juste avec la ventilation, pour créer une circulation d'air. Pour faire circuler l'air. Voilà, tout à fait. Et c'est aussi intéressant parce que voilà, il peut faire vite chaud sous le chapiteau et ça permet d'avoir cette circulation, même pour l'humidité. Des fois, on chauffait pas, mais on faisait une circulation d'air qui permet quand même d'avoir un climat plus sain sous le chapiteau. Et vous, c'est la convergence de 2 facteurs, c'est bien tombé. À la fois, vous êtes fixe, donc vous n'avez pas besoin de déplacer ce truc-là. Ouais. Et la forêt est derrière le mur qui se trouve là. L'entrée pour à la forêt qu'on a pris tout à l'heure, elle est juste, c'est la porte que vous voyez là. Donc... Ouais, tout à fait, on a fait avec ce qu'il y avait sur place et... voilà, l'organisation est assez simple, on a vraiment la forêt, le stockage du bois, sa combustion et la destination qui sont regroupés dans un espace assez réduit. C'est de la permaculture à l'état pur, quoi. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment ça, quoi. Bah, je vais même rajouter qu'on utilise, on stocke les cendres, on récupère toutes les écorces, alors rien ne se perd, tout se récupère, tout s'utilise. On a récupéré la sciure, on a récupéré... Comme on est sur toilette sèche, voilà, tout ça c'est réutilisé. Là, les palettes, il y en a une partie qui sont allées à l'école pour faire un kéol. Tout à l'heure, on parlait de la spirale aromatique. On a aussi lancé dans l'école du village donc le jardin en trous de serrure qu'on a fait en palettes. Et du coup, c'est pareil, on a donné des palettes, puis récupéré toutes les chutes pour les chauffer ici, pour les utiliser ici. Et donc, le kéol, c'est un jardin en trous de serrure où le centre est un compost qui va permettre de nourrir en arc de cercle toutes les plantations qu'on met autour. Et voilà, comme la spirale, c'est intéressant pour parler de différents aspects éducatifs et pédagogiques avec les enfants. Et donc... ouais, c'est un outil pédagogique. Ouais, c'est ça. C'est nouveau ça, tu m'as dit qu'il est récent ce truc-là. Oui, tout à fait. Le four à pizza, le four au feu de bois. Donc, four à pizza, en fait, on peut faire plein de choses dedans. On peut faire tout ce qu'on fait au four. Nous, on avait envie de pouvoir proposer des ateliers un peu originaux.
où les gens pouvaient participer à fabriquer les pâtons, fabriquer différents... Enfin voilà, la pizza c'est quelque chose qui est assez fédérateur. On aimerait bien aussi faire des ateliers autour du pain. On a des exemples dans plusieurs villages où une fois par mois on propose d'allumer le four et que tout le monde vienne ramener son pain. C'est quelque chose qui est assez fédérateur et qu'on aimerait bien mettre en place. Et puis pour l'instant, voilà, c'est des tests. D'abord les pizzas, puis ensuite quand il est bien monté en température pour les pizzas, on peut enchaîner avec des plats en sauce, des gâteaux, du pain. Et puis il a une bonne inertie, du coup après pendant toute la nuit on laisse une grosse cocotte et puis au lendemain on a la surprise d'avoir un plat qui a bien mijoté tout le temps. Et puis c'est chouette, c'est une cuisson un peu différente et c'est sympa. Et tu m'as dit que vous avez accès à des farines locales par ici? Oui, donc on est à la Vallée au Blé. Ouais. Et comme son nom l'indique, il y a pas mal de producteurs aux alentours. Et on a quand même aussi quelques meuniers certains qui font aussi leurs propres céréales. Et donc voilà, on arrive à trouver des farines vraiment locales. Et puis c'est le plaisir d'aller chez le maraîcher, puis chez le meunier, et puis de faire quelque chose, même si on n'a pas tout fait pousser, au moins on sait d'où ça vient, c'est fait par les copains et c'est sympa. Il n'est pas tout neuf, mais il est fonctionnel, donc c'est un tarare, ça sert à séparer les grains de leur enveloppe. Donc on a un système ici de ventilation, et là à l'arrière de plateaux qui vont bouger comme ça. Ouais. Et on va pouvoir ainsi séparer le grain de l'enveloppe, le grain de livret. Et donc ça fait partie des petits outils comme ça qu'on essaye de retrouver, d'exposer. Autour, alors le blé, parce que, comme je l'ai déjà dit, ici c'est quelque chose qui est très présent. Donc avec, là on est un peu à contresens, mais donc là c'est l'une des dernières étapes. Ouais. Juste avant, on va pouvoir le battre. Et puis quelques outils liés plutôt à la récolte, aux différentes façons de le récolter. On a retrouvé aussi des images d'époque, des cartes postales qu'on essaye de mettre en avant pour retracer un peu ce parcours. Et puis ça avait du sens de le mettre ici. Là on est dans un espace qu'on a appelé un peu la classe du dehors. Et Ouais. donc voilà, c'est l'endroit où quand on a besoin d'un abri à l'ombre ou à l'abri de la pluie, on va pouvoir parler de toutes ces expériences, de manipuler de la terre, etc. en extérieur. Et voilà, donc ça avait du sens de retracer un peu cette histoire-là, qui est encore présente dans certaines mémoires, mais qu'on a tendance à oublier, en tout cas les gestes, et du coup ça nous semblait important Qui est présente jusque dans le nom du village, hein, puisque Oui. le blé, C'est ça. c'est dans le nom du village. Et alors le village qui s'appelle la Vallée au Blé aujourd'hui, mais qui s'appelait encore dans les années 60 la Vallée au Bled. Et les bleds, c'était un nom générique pour parler de plusieurs types de céréales. Ouais. Et donc là, années 60, on est aux alentours de la guerre d'Algérie, le nom a une connotation qui ne plaît plus, et donc ils décident de changer le nom du village. Ils l'ont modifié, ils l'ont C'est appelé ça. la vallée au blé. Mais ça a Du toujours coup, été une vallée céréalière. multicéréalière. Une Ouais, vallée tout à fait. céréalière, ouais, d'accord. Moi j'ai une question à te poser, c'est quoi cette salle? Parce que, alors je sais pas si les spectateurs vont voir, mais on a l'impression d'être dans la salle du conseil municipal de ma mairie. Enfin c'est quoi ce truc-là? Et c'est marrant parce que même ça fait un style, même pour les meubles et tout ça, qui est un peu différent du reste de la maison. On est où ici en fait? Alors, t'as raison, on est dans la salle du conseil, c'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est un projet qui nous tenait à cœur, c'est le premier projet qu'on a porté ici en arrivant, c'était la création d'un conseil des enfants. Donc moi, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé en éducation populaire, et du coup c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Et en plus encore après Covid, il n'y avait plus beaucoup de lieux de regroupement, il n'y avait plus beaucoup d'écoute, de dialogue avec les jeunes et les enfants. Et on a cherché des solutions pour proposer des lieux d'expression. Et c'est comme ça qu'est arrivé l'éco-conseil des enfants. On a souhaité proposer un temps tous les mercredis matins pour les primaires et les samedis matins pour les collégiens, dédié à eux et dédié aux thématiques du développement durable, pour que ce soit plus global. Donc ça a commencé par des explications sur ce que c'est, leur liste, pourquoi, etc. Et puis après, les enfants se sont emparés de certains de ces objectifs et ils ont trouvé ensemble des actions à mettre en place pour participer à leur échelle à faire évoluer les choses sur ces thématiques. Donc je peux donner un exemple. Là, tout à l'heure, on était au niveau des jus de pommes. Juste en face, il y a une petite charrette. Dans le groupe des enfants, il y en a un qui est passionné par les ânes. Ils ont des ânes chez eux. Et donc on avait identifié qu'il y avait pas mal de gens encore ici qui brûlaient leurs déchets verts.
Et donc on a proposé comme alternative de faire du ramassage de déchets verts avec une charrette tirée par les ânes, et après de construire des haies sèches le long des des chemins communaux, pour montrer une autre façon, ou plutôt une façon de valoriser les déchets verts plutôt que des emmener de déchetterie ou les brûler. Et donc voilà, le genre d'action qu'ils vont mettre en place. Alors, concrètement, si j'étais là un mercredi matin, qu'il y avait un conseil des enfants, à quoi j'assisterais? Qu'est-ce qui se passe? Alors, selon la période dans l'année, c'est différent, mais en gros, ça commence toujours par un moment de réunion. Donc les enfants ont un outil sur lequel ils gardent en mémoire l'avancée de leur réflexion. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est parti des objectifs de développement durable. Après, il y a eu une phase où ils ont rencontré d'autres conseils. On les a emmenés voir le conseil municipal. Le maire est venu se faire interviewer par les enfants pour qu'ils comprennent comment ça a fonctionné. On a eu le Césaire, qui est le conseil de l'environnement à l'échelle des Hauts-de-France, conseil social environnement, qui va avoir un avis consultatif. Donc pareil, ils leur ont expliqué comment il fonctionnait. Et donc les enfants ont pris tout ça pour après eux-mêmes réfléchir à leur organisation. Ouais. Donc une séance va commencer par des débats. Par exemple, sur l'événement, c'est eux qui vont être organisateurs de tout. Donc là, le dernier débat, c'était sur les boissons, par exemple. Par habitude, ils ont commencé par proposer les grandes marques de soda qu'on connaît. Et puis là, il y en a un premier qui a dit « Ouais, mais moi, je les avais fait rencontrer quelqu'un qui faisait des boissons avec des plantes sauvages, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas la faire intervenir ?» Hop, ils ont échangé avec elle. Ils se sont rendus compte que s'ils mettaient les deux, les gens iraient quand même vers les boissons classiques. Du coup, on a décidé, on met pas de boissons classiques, on va mettre que des boissons qu'on fait nous. Il y aura le producteur de jus de pomme avec qui on travaille aussi, qui fait des jus de pommes framboises, etc. Donc, ils ont goûté, ils ont choisi. Donc voilà, ça s'organise comme ça, autour de questions. Là, j'ai pris l'exemple de la boisson, mais elles sont diverses et variées, ces questions. Et puis après, ils mettent les mains à la pâte. Soit ils vont en fonction de la météo sur la partie nature. Donc, par exemple, ils ont un projet où ils vont distribuer des graines. Donc ils ont une parcelle qu'ils cultivent. Ils cultivent des porte-graines pour après distribuer des graines de variétés potagères locales et anciennes. Ouais. Ou si la météo est moins clémente, on va partir plutôt sous le chapiteau, où là on va travailler leur numéro, leur déambulation, qui va venir servir les événements qu'ils mettent en place. Par exemple, pour distribuer les graines, ils vont organiser un petit spectacle, c'est ça qui va plutôt attirer. Et puis le bonus à la fin, ils vont distribuer leurs graines en expliquant la démarche et encourager leur utilisation. Là, regarde, tu vois d'ici un peu en pierre. Excuse-moi, je filmais pas en fait, tu es en train de me dire, il y a un puits qui est juste là. Tout à fait. Il est opérationnel? Il est opérationnel, il est même un petit peu plus accessible que l'autre. Donc il n'est pas muré comme le premier, ouais. Mais l'eau est un peu moins en profondeur. D'accord. Donc la pompe ici n'est plus efficace, mais avec une pompe de relevage, c'était plus simple pour moi de venir chercher ici. Alors on a ici un trou, il y a une plaque métallique et je ne l'ai jamais connu à sec. Donc d'accord. Les périodes où on n'avait plus d'eau de pluie, où on a dû chercher d'autres solutions, on est venu ici. Vous êtes venu au puits, ouais. Non, il est ancien ce truc, c'est le 19e siècle ça. Non, peut-être pas, les années 20. Ouais, il a au moins 100 ans de toute façon. Et alors, c'est un autre puits encore qui est ici? Un autre puits, lui avec une grille, avec... c'est dans celui-là aussi qu'on a... Depuis, on a pris une pompe un peu plus grande. Bon, là, on voit l'eau, elle est un peu basse, mais on est à moins de 10 mètres, hein. Elle doit être à 8 mètres, un truc comme ça. Et oui, ça c'est la solution bis après l'été. Souvent, on est obligé de mettre la pompe immergée. La serre est assez gourmande en eau et du coup... ça c'est quand même une bonne solution. On le branche, on a fait tout un réseau, donc on le branche directement sur le réseau et on utilise les mêmes robinets, sauf qu'au lieu que ça vienne des cuves, ça vient d'ici. Ouais. Et du coup c'est assez efficace. C'est une pompe qui se déclenche quand on ouvre le robinet. Du coup, ouais, et puis c'est bien localisé parce que le puits est vraiment à quoi 5-6 mètres de la serre, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, on allait faire la récupération de pluie, c'est ça? C'est ça. Le départ, donc au-dessus de nous, on a un beau toit qui fait près de 200 mètres carrés. Ah oui, je voudrais juste montrer. Ça va jusque là-bas et là-bas. Donc le toit est énorme, la toiture est énorme. C'est vraiment un gros avantage parce que du coup, ça permet de récolter très vite. Là, on a 4 cuves de 1000 litres. C'est la première partie. Après, on a d'autres cuves qu'on a dispatchées sur le site.
Et du coup, voilà, on peut assez vite, une fois qu'on a stocké, le répartir sur les autres cuves et recharger assez vite grâce à la taille du toit. On a un premier filtre assez sommaire, mais c'est parce qu'après, plus loin dans les serres, on a des tuyaux poreux ou micro-perforés. Donc voilà, il y a les crapaudines dans les gouttières, etc. Mais ça permet au moins de ne pas trop vite encrasser le matériel. Ensuite, on a un surpresseur qui permet d'envoyer l'eau un peu partout sur le site. Donc qui se déclenche dès qu'on ouvre un robinet. Et donc on peut s'amuser là à suivre le chemin. Donc ça part du compresseur dans ce tuyau blanc et qui après lui va jusqu'à, d'ici on a une bonne vision globale à la première serre qui va permettre du coup toute la partie semis d'avoir un point d'eau accessible rapidement. Et après dans le fond, je sais pas si on arrive à le voir, mais il y a quelques cuves en hauteur cette fois-ci. Et donc on a une seule pompe, enfin un surpresseur qui envoie de l'eau en hauteur. Et après pour arroser la grande serre, on utilise juste le poids de l'eau comme un peu un château d'eau, un mini château d'eau. Et ça suffit à ce que ça arrose la grande serre tunnel. Donc on a différents points d'eau qui sont dispatchés et qui permettent voilà, de limiter les manutentions, les transports. Et donc voilà, c'est plutôt efficace. Et, les cuves en hauteur, ça marche pas mal aussi. Et puis c'est très suffisant pour ce dont on a besoin. Et parfois, donc on l'a vu plus loin, il y a des puits. On vient compléter avec l'eau du puits et une pompe immergée. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais ça, c'est l'arrivée d'eau du surpresseur qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est ça. Le surpresseur envoie l'eau d'abord dans ses cuves, avec du coup, qu'on en parlait, le poids de l'eau, qui après, donc là c'est l'arrivée rouge-orange avec le tuyau blanc. Et après du tuyau gris, ici j'ai la possibilité de venir me brancher soit sur le bac central, soit sur les bacs sur les côtés, et d'arroser juste par gravité sous le paillage pour que voilà, on économise le plus d'eau possible et qu'on soit au plus proche des plants. Et donc voilà, c'est un système assez simple qui permet de le faire. Je change les bacs voilà, une fois par jour, je me décale d'un bac et voilà. Ça arrive directement là-dessus. C'est ça. Et ce qui fait que vous limitez les déperditions en fait. C'est ça, tout à fait. Là, c'est le tout début, mais après, donc, on va être sous les 10 après, cm de paille. tout le long, tout le reste là-bas, c'est voilà, enterré en fait. on le voit plus du tout. C'est juste à cause de la forme en fait dont je voulais parler. Sur les toilettes sèches, vous avez une particularité que je voudrais montrer. C'est que vous avez gardé en titre de musée les anciennes toilettes. donc il y a les toilettes sèches qui sont ici. Et là, et tu me parlais d'éventuellement un jour mettre une cloche de verre par-dessus pour montrer l'ancêtre du toilette en espérant que ça devienne un jour l'ancêtre. Ouais. Et là, voilà, on a la preuve avec la poussière qu'il n'est pas très souvent utilisé. Donc effectivement, ouais. Donc là, on a les 2 premiers bacs liés au compost. On est sur le site entièrement en toilettes sèches, que ce soit sur l'extérieur ou dans la maison. Et le chien qui chasse un petit peu les rongeurs qui s'y promènent. Et du coup, voilà, là c'est le plus proche, qui est quand même un petit peu caché. On met 6 mois à remplir un bac qui fait à peu près 1 mètre cube. Après, on commence celui d'à côté. Et quand le deuxième est plein, on fait partir le premier un peu plus loin. Et il y a une rotation comme ça, où on met à peu près 6 mois à remplir un bac. Et il y a 4 bacs. Ouais. Et donc, le compost, au bout du 4e bac, il a au minimum 24 mois. Et c'est là qu'on commence à l'utiliser. Oui, Renaud m'a parlé du badinage administratif, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est un nom dont je suis très fière. Donc le badinage administratif, c'est une permanence d'accès au droit que j'ai montée depuis 28 mars dans l'idée de pouvoir répondre aux besoins d'accès au droit des habitants de la communauté de communes. L'idée, elle m'est venue suite au diagnostic de territoire qu'on a monté avec Renaud, les interviews des habitants et surtout mon métier d'assistante sociale de profession, où effectivement le non-recours au droit est quand même une vraie problématique de territoire départemental. Et de ce fait, je pensais que dans le cadre de notre espace de vie sociale, ce service, il avait toute sa place en fait, et il pouvait rendre service aux habitants. Que le VS qu'on crée avec le collectif, c'est aussi, c'est pas que du loisir, c'est aussi de l'éducation, c'est de la prévention, et c'est de l'accompagnement. Et donc je pense que cette permanence, elle pouvait totalement avoir sa place dans les services qu'on pouvait proposer.
Oui, parce que très souvent, les gens ne savent pas à quoi ils ont droit, en fait, et ils ont besoin d'être accompagnés. Voilà, c'est ça. Face à l'immense administration française et toutes ses complexités et toutes ces... C'est ça. Et donc, bon voilà, je suis pas, on n'est pas les seuls à le dire, hein, les grosses institutions comme la Sécu ou la CAF passent leur temps à essayer d'aller vers les publics les plus fragiles pour leur permettre justement d'accéder à leurs droits. Voilà. La permanence d'accès aux droits de badinage, c'est la petite pierre à l'édifice dans ce mouvement-là, d'aller vers les autres. D'accord. Voilà, d'être au plus proche d'eux. Et dans un milieu rural comme ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens ne sont pas davantage informés sur les nuances de l'administration que... Non. Ce qui fonctionne beaucoup ici, c'est le bouche à oreille et c'est les informations intrafamiliales. Donc la tante va trouver une aide et elle va le donner au reste de la famille et le reste de la famille va solliciter. Mais c'est pas une démarche, aller voir le service public pour demander l'information n'est pas une pratique courante, n'est pas... voilà. Moi ici je fais le pari du fait que les gens passent par de l'activité ludique ou autre, ou de l'apprentissage ou de l'éducation, et que par ces activités-là, ils se disent tiens, bah, en fait il y a une permanence d'accès au droit, peut-être que je pourrais aller demander là, c'est facile, c'est sur mon chemin, c'est dans un endroit que je connais, c'est dans lequel j'ai confiance, et donc potentiellement je peux aller demander à cette personne-là plutôt que de me renseigner dans ma famille. Tu me parlais de vannerie ? Oui, donc c'est une activité qu'on est en train d'essayer de lancer. Et du coup, là, tout le long du grillage, on en voit certains. On a 4 variétés de sols différents. Il y a du cornouiller, il y a de la bourdaine. Enfin voilà, il y a plusieurs essences qui sont destinées à la vannerie. Et du coup, là, c'est la première année, on les laisse pousser un peu haut. Puis, c'est des variétés qu'on va couper à ras du sol et qui vont faire des beaux rejets tous les ans. L'idée, c'est que... au bout de 2 ans, ils vont fournir, chaque plan devrait fournir déjà un beau fagot destiné à la vannerie. Alors, c'est de la vannerie, mais c'est de la vannerie originale. Donc ça, c'est du lierre, en fait. Hein. C'est ça. Là, c'est ma toute première vannerie en panier. Donc c'est quelque chose d'assez que j'ai fait de façon assez intuitive, avec ce que j'avais autour de moi. Donc on retrouve le lierre dont je parlais, où on voit pas du tout de traces de crampons. Qui du coup reste très malléable. Oui, parce qu'il est souple en fait. C'est ça. Alors que dès qu'il va faire des ramifications, il va être cassant. Dès qu'il y a des crampons, il va plus être aussi utilisable. Après, tout ce qui est structure, armature, on est sur du noisetier. Et enfin, les différents nœuds, là, je les ai fait avec de la ronce. Donc voilà, c'est vraiment que des matériaux qu'on a trouvés dans la forêt. Et puis ça me plaisait bien de réussir à produire avec ce qu'il y avait autour de moi. Je trouve que ça colle bien avec cette idée de faire avec ce qui est produit naturellement et simplement, plutôt que d'essayer de ramener des essences plus complexes. Ça c'est accessible à tous avec ce que vous avez dans votre jardin ou autour de vous. Est-ce que tu peux me dire un mot sur ce truc-là ? Oui, donc une cabane en osier, donc c'est du sol, cabane vivante. On l'a fait avec des tiges qui venaient tout juste d'être en remontée de sève. On les a plantées assez profondément et là on voit, ça a été fait il y a déjà un petit mois et on voit qu'il y a des feuilles qui repartent un peu partout sur les tiges. Donc ça va être une cabane qui va verdir complètement, qui va être recouverte de feuilles. Bon, les poules ne manquaient pas d'ombre, mais ça nous a permis de créer un petit espace un peu ludique et puis d'aborder la vannerie avec un angle plus simple que sur les paniers. Là on est sur des tressages un peu plus grossiers mais qui donnent aussi les bases pour toutes les traces, tous les assemblages différents, les techniques de nœuds, on les aborde dans des cabanes comme ça et après on peut les appliquer à des tontines, des fascines, des choses... C'est un outil pédagogique en fait. Ouais. Ça me fait penser à la porte de la forêt. La porte de la forêt, elle a un côté magique aussi. On aurait pu faire une séquence où on l'ouvre comme ça parce qu'on s'y attend pas. Il y a le chapiteau, il y a le grand mur de briques. Et on ouvre, tac, il y a la forêt. Ouais. Et donc là, c'est pas la forêt de la forêt, là c'est l'atelier. Là c'est l'atelier. L'atelier, qui est quand même un point important. L'autonomie rime quand même aussi beaucoup avec le fait de réussir à faire soi-même, à réparer soi-même. Donc on n'est pas encore du tout hyper performant, mais en tout cas on a les outils pour commencer à l'être, avec de quoi travailler, de la place. Pour l'instant ça me sert surtout moi pour des ateliers avec du public, parce que du coup il y a la place pour faire venir avec un petit groupe. Et puis après c'est aussi un lieu de stockage qui est sain. On a tout le matériel d'apiculture qui est stocké ici. Vous avez 3 ruches, c'est ça ? C'est ça, 3 ruches. Ouais.
Et puis voilà, un atelier où, avec les enfants, des choses très basiques, mais où on parle des hôtels à insectes, où on parle des nichoirs à chauves-souris ou à oiseaux. Là, on a participé plus récemment à l'enquête scientifique sur les hérissons. Donc, avec les enfants, on a fabriqué des tunnels à empreintes où le principe est assez simple. Donc ça, c'est celui qui est proposé comme exemple, où on a quelque chose qui est appétant pour le hérisson, de l'encre naturelle et une feuille. Et donc, en passant, il va ancrer les pattes et après, on va pouvoir identifier à quel point il y a des hérissons, combien, si c'est des familles, etc. Et donc voilà, ça c'est la version qui est proposée par la LPO. Et ça, c'est la version que nous, on a refait avec le public, basé sur le même principe, une planche à l'intérieur, un tunnel, qu'après on va protéger, mais qui permet du coup de... Après, on refait monter ces données sur un site internet et ça permet d'évaluer cette population qui est quand même hyper importante et pourtant plutôt en déclin. Les hérissons? Ouais. Après, Alors bizarrement, plus dans nos zones comme ici qu'en périurbaine, parce que tous les petits jardins, donc pas la ville-ville, mais dès qu'on est un peu plus loin, tout ce qui va être en banlieue, et ben là il va y avoir pas mal de nourriture, de cachettes, etc. Mais nous ici, dans les zones de grande culture, le hérisson il est plutôt sur un fort déclin qu'autre chose, quoi. Ouais. Et donc, l'un des usages de l'atelier, c'est de faire ce genre de choses pour les hérissons, pour les oiseaux, les petits nichoirs, c'est des chauves-souris, et c'est des outils pédagogiques. Donc, voilà, tout à fait. On en revient encore au truc récurrent, c'est des outils pédagogiques. Lorsque vous faites ce genre de trucs, là c'est avec la Ligue de protection des oiseaux, ça par exemple? Oui, tout à fait. On s'est intéressé ici aux sciences participatives, par exemple avec les plantes ou que ce soit de l'entomologie ou de la botanique. Il y a ce mouvement-là qui se développe quand même beaucoup et qui est hyper intéressant pour impliquer les gens. C'est une façon de les sensibiliser avec un aspect quand même ludique, puisqu'on va participer, on va être acteur. Et donc que ce soit sur le hérisson ou d'autres thématiques, il y a des organismes, des ligues de protection, des associations qui vont organiser des collectes de données qui permettent d'impliquer tout le monde, enfants et adultes. Et plus il y a de particuliers qui sont impliqués, plus on a de chiffres à transmettre, et donc plus les résultats de l'étude vont être précis, quoi. Voilà. Les sciences participatives ont aussi leur intérêt dans le fait que si on est plusieurs à participer, ça représente beaucoup plus en nombre et du coup en données récoltées. Ça va être plus impactant. Et donc les scientifiques vont avoir plus d'informations et les résultats vont être plus précis. Tout à fait. Oui, ce que tu me disais, et c'est intéressant, c'est que les enfants aussi participent au projet, en fait. Ouais, c'est un projet qui est familial au départ. On leur a parlé de notre déménagement, de l'envie de partir de la métropole, de venir s'installer à la campagne. Une fois qu'on est arrivé ici, elles sont participantes à toutes les conversations. Enfin, elles avaient 6 et 8 ans quand on est arrivé, mais on n'a jamais de tabou sur les envies, les besoins, leurs problèmes, comment on avance sur les différents problèmes qu'elles rencontrent. Et leur avis est pris en compte, même si c'est pas des enfants rois et on n'est pas dans cette dynamique où on écoute absolument tout ce qu'elles ont envie de faire, mais elles sont participantes. La voix de l'enfant a autant de poids que la voix de l'adulte sur le principe. Mais pas seulement sur la voix, aussi concrètement, par exemple, elles peuvent aller sortir ou rentrer les poules ou faire des choses comme ça. Oui, on les a également aux tâches, très physiques, très matérielles. Oui, effectivement. Elles peuvent râler parfois, mais c'est aussi une volonté de les faire participer sur du très concret. Des animaux, c'est beau et c'est agréable à avoir, mais ça s'entretient, ça se respecte, ça se nourrit, ça se soigne. Il faut des enclos, des fois il faut aller taper du marteau, il faut y aller. L'idée c'est qu'elles participent à toutes les étapes
même quand ça leur plaît moins parce que c'est moins ludique et que c'est un peu plus contraignant, quoi. Mais tout le monde est impliqué, quoi. Voilà, le but c'est aussi de leur montrer la réalité de la vie, hein. C'est pas, on vous offre pas ça, c'est pas un cadeau doré dans lequel vous n'aurez rien à y faire, quoi. Un chapiteau, ça s'entretient, le matériel ça se range, voilà, enfin on ferme les portes, on éteint les lumières, enfin c'est des choses sur l'énergie, sur les consommations, c'est de la même manière, elles ont ces règles-là en tête qui leur sont répétées tant qu'il le faut, pour qu'elles grandissent avec ça, parce que on fait le pari avec Renaud de se dire que ce qui aura baigné leur enfance leur servira en tant qu'adultes, et qu'elles se serviront peut-être, on l'espère, de tout ce qu'elles auront acquis auprès de nous pour en faire des adultes responsables plus tard. Voilà, on est vraiment baignés, nous, dans cette dynamique de l'éducation populaire où c'est en impliquant les gens à n'importe quel âge de la vie qui s'attribuent certaines compétences et s'autorisent à penser à l'environnement qui est autour d'eux, quoi. Ouais. Voilà. Donc une autre spécificité du projet, c'est que dans l'équipe, on a un passionné du Diabolo. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a amené au cirque quand j'étais petit. J'ai dû commencer ça vers 8-10 ans et c'est vraiment l'objet qui m'a amené ensuite au cirque. Et ado, j'ai découvert un vieux Diabolo en bakélite, en braderie. Et c'est là que j'ai découvert que le Diabolo en fait avait une histoire assez longue. Et donc je me suis mis à collectionner différents objets. Je vais me permettre de t'interrompre, ouais, ça date de quand ça? Alors là, c'est des petites statuettes, des petits bronzes qui datent de 1907-1908. C'est une des grandes phases du Diabolo où il a été à la mode et où on trouve des statuettes, des pots à tabac, des badges, des papiers de chocolat. Où, voilà, comme le Diabolo était à la mode, ça a relancé un peu. Et en fait, c'est un Français qui, en 1906, Gustave Philippard, c'est un ingénieur en automobile qui a l'idée d'utiliser de la bakélite. Et donc avant, le Diabolo était en bois avec une forme plutôt ovoïde, et là il lui donne cette forme conique. Là, on est vraiment sur les modèles typiques de 1800. Quand je parlais de forme double ovoïde, voilà, là il n'y a pas de doute, on voit bien que c'est pas encore la forme moderne du Diabolo. Ils sont creux, ils sont percés. Ça c'est des restes de l'origine chinoise, parce que tous les Diabolos chinois sont sonores. Et donc on a voulu reproduire ça en faisant creux et avec un trou. Sauf que ça réagit pas du tout comme le bambou qui était le matériau originel. Mais voilà. Et là on avait des matériaux un peu plus nobles avec de l'ivoire, un modèle assez grand avec un bois qui pourrait peut-être être de l'acajou, je sais pas trop, mais en tout cas on voit que c'est des essences plus nobles avec des matériaux plus onéreux. Et après, pour vous comparer, quand en 1906, Gustave Philippard transforme le Diabolo, c'est pour passer de ça à ça. Donc vraiment la forme conique qu'on a encore aujourd'hui. Ouais. La bakélite, un matériau qui va être plus facile à reproduire en grande quantité. Un peu de caoutchouc qui va permettre d'amortir et de pas casser à chaque chute. Parce que ça... Mais ça tombe, ça casse. Voilà, ouais, c'était presque à usage unique, sauf si on le faisait dans les bonnes conditions, dans l'herbe, etc. Mais, et du coup, à cette époque-là, on a une variété de matériaux. Là, on a des choses en laiton, on a des choses qui mélangent le métal, le bois, le caoutchouc. On en a, avec des scènes de vie, peints avec différents... je parlais de différents supports. Là, on a un pot à tabac. Ici, on a un hochet en forme de Diabolo. Et déjà avec des choses assez originales. Par exemple, là, ce monsieur, je sais pas si on arrivera à le voir à la caméra, mais il a 2 ficelles sur sa baguette. Et c'est un Diabolo avec 2 axes. Donc déjà à l'époque, on s'amusait à inventer des choses autour du Diabolo. Il y avait vraiment un gros engouement, quoi. Il y a plusieurs livres, là c'est des livres qui datent aussi de cette époque-là. Il y a l'histoire du Diabolo. Là on a les étuis en tissu avec des étiquettes en cuir. Et là, j'avais pas vu que j'en avais un. On a l'exemple du Diabolo chinois. Donc là fait en bambou. L'air va rentrer par le grand donc trou. ça produit un son quand il tourne. Hein. C'est ça. Il va être compressé en sortant par les petits et ça va faire un son assez important. Ouais. Si on veut, après on pourra en faire tourner un et écouter ce fameux son. Et donc c'est pour ça que les notes ont été percées, parce qu'on voulait reproduire un peu ça, mais ça marchera pas du tout pareil. Là ça va faire un léger sifflement, alors que ça, en Chine on s'en sert avec des plus gros diamètres comme avertisseur sonore pour les marchands ambulants. D'accord. Nous on a le marchand de glace qui fait sa musique et eux ils vont faire tourner un gros Diabolo et bah hop, c'est le marchand ambulant qui arrive. D'accord. Voilà le fameux Diabolo chinois. Là une reproduction en plastique.
mais on est vraiment sur le même procédé. Et on est en Chine, donc on a le Diabolo et puis on a un autre objet emblématique qui vient de Chine. On commence à entendre le son. Moitié toupie, parce que donc c'est ça le deuxième objet qui vient de Chine. Et là on est sur un format 25-30 cm, mais il en existait des 80-60 cm qui faisaient du coup encore beaucoup plus de bruit. C'est un petit musée du Diabolo, quoi. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Un petit musée itinérant qu'on s'amuse à balader, avec aussi des objets interactifs. Oui, parce que là, on n'en voit que quelques-uns, mais t'en as des centaines, en fait. C'est ça. Ouais. Et puis des scénographies, par exemple, il y en a une qui est marrante de Max Sovereign, on est en 1930, et lui, il a créé des espèces de transats en plan incliné, avec des fils élastiques, et il fait rebondir le Diabolo d'un transat à l'autre. Et on a retrouvé cette scénographie en inox, qui est super jolie, et on l'expose dans le musée avec tout un texte historique sur ce monsieur qui a inventé plein de choses autour du Diabolo. Là, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure en vitrine. On est sur du matériau très souple, très moderne, et en plus sur un axe qui fonctionne comme une roue libre de vélo, avec un sens où ça entraîne et un sens où il n'y a pas de frottement. Et pour le coup, celui-ci, s'il tombe par terre, il va pas se casser. Non, pas de problème avec celui-ci. Je vais déjà montrer une utilisation un peu plus classique avant de montrer que les anneaux. Et donc moi ce qui m'a amusé, c'était de mélanger ces deux trucs-là. Et un petit spécial pour les Jeux Olympiques quand même.